Merci beaucoup Fabrice. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par un hommage qui sera l'occasion, je dirais, d'évoquer métaphoriquement la question qui nous rassemble ce soir. L'hommage, c'est celui que je voudrais rendre à Jean-Claude Carrière, immense scénariste qui est mort à 89 ans cette nuit et qui était aussi un amateur de contes. Donc, je suis moi aussi par formation conteur et j'ai travaillé à plusieurs reprises sur les contes. Et dans ces contes philosophiques, magnifiques recueils, il y en a deux, il raconte un petit conte irlandais qui est le suivant. C'est l'histoire d'une famille très pauvre avec beaucoup d'enfants. Et puis, c'est la famine, comme parfois l'Irlande en a connu. Les parents en fait discutent et se demandent ce qu'ils vont faire parce qu'il n'y a plus assez à manger pour tout le monde. Et puis, il y a le grand-père qui est dans un coin, là, près du feu, et qui ne sert plus à rien, hein, il faut le dire. Il n'a plus les forces de travailler, mais c'est ce qu'on appelle une bouche à nourrir. Alors, le père, la mort dans l'âme, dit, on va le mettre dehors. C'est l'hiver, euh, il ne survivra sans doute pas, mais il faut bien qu'on nourrisse nos enfants. Alors, ouais, oui, bon, la mère dit, bon, d'accord, mais au moins donnons-lui une couverture. Bon, alors voilà, d'accord, on va lui donner une couverture. Et là, tout à coup, du coin de la pièce, de l'autre coin de la pièce, on entend une voix, la voix du dernier-né qui est encore au berceau et qui ne sait pas parler, mais qui prend la parole et qui dit, Père, donne-lui seulement la moitié de la couverture. Alors évidemment, tout le monde est complètement stupéfait et en même temps veut comprendre. Alors le père dit, mais pourquoi la moitié? Parce que père, l'autre moitié, il faut la garder pour le jour où je te mettrai à la porte. Alors bon, je ne sais pas s'il faut commenter le conte, mais il nous dit à entendre quelque chose de la façon dont nous traitons les personnes qui vieillissent, peut-être comme si nous n'allions pas nous-mêmes vieillir. Et cette sagesse du conte nous donne à penser la solidarité entre les générations. Voilà, je propose de m'arrêter là dans un premier temps, sauf si Fabrice, vous vouliez me poser des questions plus précises. Et puis, Fred, je ne sais pas comment vous voulez animer, en fait. Écoutez, c'est bien, on pourra revenir et développer, mais je trouve que comme entrée en matière, on ne pouvait pas faire mieux. Et du coup, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette façon de commencer. Est-ce que je peux Du me coup, je passe la permettre, parole. Fabrice? Bien Est-ce sûr, que bien je peux sûr. pas juste, vous savez, on est des gens très libres à l'esprit esthétique et on apprécie d'abord votre introduction. J'aimerais juste, parce que vous avez choisi ce texte, d'abord effectivement rendre hommage à une personnalité importante pour nous, hein, au niveau de la culture, au niveau de l'ouverture aussi sur le monde, hein, avec une approche très interculturelle que vous venez d'évoquer. J'ai juste vous demander comment vous interprétez ce conte. C'est-à-dire, on voit effectivement en quoi il y a quelque chose d'évident, la responsabilité intergénérationnelle, mais vous, du point de vue du philosophe que vous êtes, par rapport à la réalité actuelle, comment vous interprétez ce conte en termes de responsabilité, en termes d'obligation morale? Vous auriez pu aussi citer Mallory, vous savez, dans Le Dernier Roi de Tulé, Oui, quand on oui. parle des Esquimaux, c'était assez émouvant, qui vont donner une arme au vieux qui devient inutile, entre guillemets, à la société, il lui creuse un espace dans la banquise, et le vieux se suicide. Il y a aussi toutes les représentations, notamment au Japon. Voilà. Donc, quelle est l'interprétation? Je me permettais juste que beaucoup de gens qui vous écoutent auraient peut-être envie que vous alliez un tout petit peu plus loin dans le commentaire que vous, philosophe, vous faites de ce conte. Alors, et pour moi, il y a deux niveaux d'interprétation, c'est-à-dire un niveau de premier degré et un niveau de second degré. Le niveau de premier degré, c'est que nous serons jugés de la façon dont nous jugeons, hein, pour le dire de façon un peu évangélique, et que là, ce que renvoie ce nouveau-né, c'est que le père qui chasse son père sera à son tour chassé par son fils.
Et donc, évidemment, ben, c'est une loi cruelle, mais c'est la loi, en quelque sorte, euh, du talion, et en fait, à laquelle on se condamne soi-même en l'appliquant. Et puis, évidemment, il y a une interprétation de second degré qui est, ben, et que le conte ne donne pas, mais c'est toute le prix du conte que de nous laisser aussi libres de la résonance que le conte aura en nous, c'est évidemment de nous faire réfléchir sur la condition humaine, et à savoir que effectivement, ce dont nous ne alors bon, et je pense qu'il sera tout à fait nécessaire d'y revenir, notamment en référence à l'éthique du Caire, qui pour moi est très importante, c'est-à-dire que euh, l'imaginaire dominant, c'est celui de l'individu bien portant, soi-disant autonome, et ben, tout ce qui ne répond pas à cet imaginaire tend à être marginalisé, voire sacrifié. Or, ce que nous devons prendre en considération, là c'est l'interprétation du second degré, c'est que nous sommes tous vulnérables à un moment ou un autre. Bon, je pense que fondamentalement, nous sommes tous vulnérables à tout moment, mais en particulier du fait que, ben, justement, comme dans l'énigme de Deep, hein, voilà, nous commençons à quatre pattes, nous nous relevons sur deux jambes et nous finissons sur trois avec une canne. Donc, les âges de la vie sont tous des âges humains. Et pour moi qui travaille sur l'enfance, il me semble qu'il y a un parallèle très important, mais on pourra y revenir aussi parce que j'ai développé une réflexion en ce sens. Le sort que nous faisons aux jeunes aujourd'hui ne vaut pas mieux que le sort que nous faisons aux vieux, et se pose là la question de notre appréhension des différents temps de la vie comme étant constitutifs de notre humanité. Un grand merci, j'ai bien fait de vous relancer. Je vous remercie, en tous les cas, j'imagine qu'il y aura des discussions tout à l'heure. Voilà, merci mille fois. Du coup, je vais faire comme Emmanuel, je vais vous relancer aussi, puisqu'on est dans le temps de votre intervention, hein, mais est-ce que si on le resitue dans la thématique qui est celle de ce soir, des responsabilités intergénérationnelles, est-ce que le conte nous invite pas aussi à différencier le type de responsabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de la génération qui nous précède et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la génération qui nous suit. Et en fait, là, il y a une espèce de mise en abîme dans le conte, parce qu'on change de point de vue et on adopte le point de vue de la responsabilité d'abord du personnage au milieu des générations, qui est à la fois une génération avant et une génération après. Et est-ce que c'est pas, surtout que vous travaillez dans le secteur de la philosophie de l'éducation, mais est-ce que le conte ne raconte pas aussi que vis-à-vis de la génération qui suit, il y a une responsabilité morale au second degré, c'est-à-dire qui est aussi de montrer par nos actes à cette génération qui suit ce qu'on transmet comme valeur, comme respect, comme vis-à-vis des autres. Et donc, il agit, en fait, ce qu'on comprend à la fin du conte, c'est qu'il agit en permanence sous le regard de la génération qui le suit, et que son action est en même temps un exemple, en tout cas que c'est scruté moralement, et que ça pose toujours la question de savoir si on pourra assumer nos choix vis-à-vis de la génération qui nous suit. Et donc il y a cette dimension de responsabilité à la fois évidemment d'aide, d'entraide, de soutien au sens physique, matériel. Mais est-ce que le conte raconte pas aussi que vis-à-vis de la génération qui suit, il y a une forme de responsabilité morale, peut-être pas d'exemple, mais en tout cas de proposition d'un certain nombre de choix, d'arbitrage et de valeurs? Alors, ce que ça évoque pour moi, là, ça va être cette fois-ci d'un point de vue psychanalytique et personnel. Je suis né dans les années 60 et donc, comme tout un chacun le sait bien, nous avons connu, notamment en France, dans les années 70, avec 68 et ses suites, un grand bouleversement sociétal. Et il se trouve que mes parents donc, ont été très engagés dans cette voie-là. En tant que pédagogue, ils étaient enseignants tous les deux, enseignants en pédagogie Freinet.
Et puis en tant que citoyen, et puis en tant que personne, on va dire, et ils sont vraiment allés très loin. Et ça a conduit notamment, d'une façon qui va tout à fait s'inscrire dans votre questionnement, à une remise en cause, je dirais, radicale des institutions de transmission, donc avec une pédagogie alternative, celle de la pédagogie Freinet. Évidemment, comme chacun sait, l'interdiction d'interdire, mais aussi une grande réserve à l'idée d'une transmission. Quelque part, je pense que mes parents se sont censurés dans l'idée, finalement, de nous laisser, nous les enfants, à notre liberté, à notre créativité, à notre désir. Bon, alors, ça a créé un certain nombre de complications sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Ça n'est pas simple d'élever des enfants sans leur donner un cadre. Bon, en gros, ça correspond à ça. Et à un moment, ça a créé pour moi, en tant qu'adulte, devenu adulte, quelque chose de compliqué, c'est-à-dire un très grand sentiment d'individualité, de liberté, d'affranchissement et d'émancipation. Et puis, un beau jour, j'ai eu des enfants. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose de, pour ainsi dire, impossible. C'est-à-dire que j'avais, pour ne rien cacher, un positionnement extrêmement critique vis-à-vis de mes parents. Sans doute que était-ce l'expression de la liberté qu'eux-mêmes m'avaient donnée. Et j'ai commencé à réfléchir au fait que d'abord, je ne voulais pas couper mes enfants de leurs grands-parents, d'une part, et puis d'autre part, le temps passant, et puis ça s'est pas arrangé avec le temps, c'est-à-dire que c'est très prégnant pour moi aujourd'hui, j'ai commencé à considérer la manière dont je souhaiterais justement être considéré, moi-même, par mes enfants, à la lumière de la façon dont je pouvais considérer mes parents. Et je dois dire que cette responsabilité de parents, donc vis-à-vis de la génération suivante, a complètement retenti de manière un peu étonnante. C'est comme si ça m'avait fait remonter le temps sur la manière dont j'ai, pour finir, réinvesti mes parents, c'est-à-dire en veillant, je dirais, en dépassant tout ce qui peut être instable dans la vie affective, de manière à manifester du respect et de la sollicitude dans le souci, je dirais, d'éclairer mes enfants sur quelque chose que j'appellerais une dette intergénérationnelle. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre interpellation, mais voilà ce que j'aurais envie de dire en tout cas. Merci beaucoup Renaud, merci. On va passer la parole à Mathieu Piccoli